All right, I think it's time to get started. Bien, je crois qu'il est temps de commencer. Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Bienvenue à la dernière séance de la série Application de la politique des trois organismes. Nous avons pu passer l'ensemble des séances, que ce soit le dépôt des données, l'établissement de stratégies institutionnelles et autres éléments connexes. Je m'appelle Jennifer Abel, je suis coordonnatrice de la formation pour l'équipe Alliance GDR. Je vous parle du territoire traditionnel non cédé, les peuples côtiers Salish, notamment les territoires des Musqueam, les Squamish et les nations Tsleil-Waututh. Aujourd'hui, nous allons avoir un panel sur les stratégies institutionnelles dans les établissements partout au Canada. Nous avons des présentateurs et présentatrices de 4 établissements universitaires qui vont pouvoir parler de l'état d'avancement de leur stratégie. La discussion va aussi inclure les organismes subventionnaires. Nous allons regarder les défis et les prochaines étapes par rapport au processus de création de stratégie. Après la séance, nous allons aussi avoir une conclusion du contenu de la semaine. Nous parlerons des prochaines étapes. Marc Legault va être l'animateur de cette discussion. Nous vous invitons à y rester. Quelques mots d'intendance avant de commencer. Le son de votre micro est automatiquement sourdine en entrant dans la salle. Le webinaire est enregistré. Il sera archivé pour ceux qui ne peuvent pas y participer. Je remercie tout le monde de m'avoir demandé quand est-ce que les enregistrements seront disponibles. Ils seront rendus disponibles au cours de la semaine prochaine. Nous vous encourageons à utiliser la version la plus récente de Zoom pour avoir accès à toutes les fonctionnalités avec les mises à jour de sécurité. Si Zoom vous invite à mettre à jour votre version de Zoom pendant la séance, vous pouvez attendre un peu pour ne rien manquer. Utilisez le fil de discussion. Si vous avez des ressources ajoutées ou des difficultés, utilisez la fonction questions et réponses pour poser des questions aux présentateurs et présentatrices. Vous pouvez poser des questions à la fin de la séance et vous pouvez utiliser la fonction main levée pour poser votre question de vive voix. Posez vos questions en français ou en anglais. Voici le code de conduite que nous suivons. Pour ceux qui ont participé durant la semaine, c'est un rappel. Nous nous engageons à offrir un environnement sécuritaire et accueillant pour tout le monde. Le langage discriminatoire n'est nullement toléré sur toutes les plateformes. Nous ne tolérons aucune forme d'harcèlement qui est défini comme un comportement qui menace une autre personne ou un groupe et qui produit un environnement non sécuritaire. Donc, jouez franc jeu. Nous offrons de l'interprétation simultanée durant la séance. Nous allons avoir des présentateurs et présentatrices anglophones et francophones. Nous allons interpréter, le cas échéant. Il n'y a pas de diapositive pour la séance d'aujourd'hui. Et je crois que c'est tout pour les instructions d'intendance. Voici nos conférenciers et conférencières dans un ordre alphabétique plus ou moins. Nous avons James Doiron, qui est le coordonnateur des services de gestion de données de recherche pour l'Université de la Bibliothèque d'Alberta et directeur du Centre de données de recherche. Il est coprésident du groupe d'experts en planification des données. Il fait partie du groupe national de formation et il fait partie du groupe de travail sur Dataverse Nord. Alexandra Hook, qui est bibliothécaire collégiale au Collège Aurora, 3 campus, 21 centres d'apprentissage et des centres de recherche dans les territoires du Nord-Ouest. Alex fait partie du comité de pilotage de stratégie institutionnelle pour augmenter la capacité de la bibliothèque pour le développement de dépôts et le soutien aux chercheurs. Cynthia Lisée, qui est bibliothécaire à l'UQAM depuis 2009. Officiellement le poste de bibliothécaire en soutien à la recherche depuis 2020. Ses fonctions l'appellent à offrir des services en communication savante, bibliométrie et en gestion des données de recherche. Elle est impliquée dans les travaux institutionnels concernant l'espace Dataverse de l'UQAM et l'élaboration de la stratégie institutionnelle pour la GDR.
Elle est aussi présidente du groupe de travail GDR du sous-comité des bibliothèques du BCI et est membre du groupe de travail sur la gouvernance de l'assistant PGD de l'Alliance de recherche numérique du Canada, which I should be able to say because it is the organization I work for. Erin McPherson. Erin McPherson, j'ai perdu votre biographie. Non, la voici. Il est universitaire. Elle était universitaire de formation. Elle est la bibliothécaire de liaison pour la faculté d'agriculture. Elle travaille dans la gestion de données de recherche. Elle a participé à la création de la première stratégie institutionnelle de l'Université Dalhousie, qui est maintenant sous examen. Nous avons aussi Suzanne Board, directrice adjointe de politique et mesures internationales au CRSH. Elle a participé à la création de la politique de gestion de données de recherche des 3 organismes et elle participe maintenant aux mesures de soutien à la mise en œuvre. Ses responsabilités au CRSH comportent la stratégie corporative, les relations internationales, l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons des conférenciers et conférencières très diversifiés aujourd'hui. Je vais interrompre mon partage d'écran pour pouvoir voir le visage de nos panélistes. Comme je l'ai mentionné aux panélistes, et je vais le mentionner à l'auditoire, je vais poser des questions. Nous allons faire un tour de table. Nous aurons des questions et des interventions et nous allons procéder à la prochaine question officielle jusqu'à ce qu'on épuise le temps pour ce panel. Je vais commencer avec une question assez simple. Quel est l'état d'avancement de votre établissement dans la création de sa stratégie institutionnelle? Je vais commencer en ordre alphabétique avec James. Très bien, merci Jennifer. Juste avant, j'aimerais faire une mention spéciale à Jennifer pour tout son travail. Elle est le visage de cet événement et des séances pour les participants au groupe de travail. Nous savons que ceci n'est que la pointe de l'iceberg, si je prends cette analogie pour expliquer tout le travail qu'elle fait en arrière-scène. Elle est vraiment le moteur derrière cette séance. J'aimerais aussi remercier les interprètes. C'est très bien de pouvoir tenir un événement comme celui-ci et ne pas faire de discrimination fondée sur la langue. Donc, c'est très bien, ça nous permet de pouvoir être ensemble et parler dans nos langues respectives. Donc, pour répondre à la question sur l'état d'avancement de notre stratégie institutionnelle, nous pourrions cocher la case création en cours, notre groupe de travail a ratifié une forme de notre stratégie. Nous avons eu des versions préliminaires de la politique des 3 organismes. La publication officielle a été retardée. C'est peut-être un aspect positif de la pandémie. Ça nous a donné un peu plus de temps pour créer notre stratégie institutionnelle. Nous sommes constitués d'acteurs importants dans des bureaux fondamentaux du campus. Ce sont des personnes qui participent à titre de bénévole ou de volontaire. Personne n'a été obligé de participer aux efforts de création de la stratégie. C'est très collégial d'avoir toutes les perspectives du campus. Nous avons des éléments fondamentaux de la stratégie établie. Nous avons un engagement général. La bibliothèque à laquelle je travaille a attitré quelques membres au groupe de travail. La bibliothèque a des solutions pratico-pratiques pour certains éléments de la politique, notamment les dépôts. Nous hébergeons aussi l'assistant PGD, donc nous connaissons très bien ses activités. Nous avons aussi Laura Beard, vice-présidente à la recherche. J'aurai ma première réunion avec elle la semaine prochaine. C'est une bonne collaboratrice. Elle est présente aujourd'hui pour la séance. Bon, donc pour résumer notre état d'avancement, je pourrais dire que c'est un peu comme
l'approche agile pour les personnes qui ont déjà participé à la création d'activités. Il y a plusieurs activités concomitantes et on essaie de les faire monter au sommet de la pyramide. Certaines choses progressent plus rapidement, d'autres choses progressent plus lentement. Nous ne concentrons pas seulement sur un aspect, mais nous nous concentrons sur plusieurs aspects de façon concomitante. Notre prochaine étape sera la mise en œuvre de notre stratégie. Nous allons rajeunir notre approche et c'est un processus qui nous servira pour nos besoins actuels et nos besoins futurs. Nous allons essayer d'avoir une approche moins ponctuelle et essayer de formaliser notre approche par rapport aux éléments livrables. Nous avons maintenant des principes. Ça a pris un certain temps établir nos principes. Nous avons plusieurs points de vue qui ont contribué aux principes et les principes vont mettre la scène pour passer à la prochaine scène, qui est la création de la stratégie en soi. Cette création va se faire sous peu. Ensuite, nous voulons créer des politiques, des procédures et appliquer celles-ci pour appuyer les détails de notre stratégie. Nous souhaitons aussi établir un réseau d'experts sur notre campus dans différents domaines de la gestion des données de recherche. Nous voulons aussi créer et mettre en place un point central de partage d'informations sur la GDR afin de pouvoir mobiliser les utilisateurs finaux, les chercheurs, les étudiants de cycle supérieur, ainsi de suite. C'est très bien de pouvoir faire nos échéanciers. Nous commençons à voir la ligne d'arrivée, la date limite en 2023. Nous croyons que 2022 sera une année charnière pour cartographier notre travail et de faire nos réalisations. Je dois dire que la stratégie de chaque établissement à la date limite sera la version 1.0. L'important, ce sera d'avoir une stratégie qui fonctionne pour l'instant. Ce sera une stratégie évolutive permettant de pouvoir l'échanger au gré des besoins. Très bien, merci. Alex, maintenant, activez votre micro, s'il vous plaît. Je m'excuse. J'oublie constamment d'activer mon micro. J'aimerais vous donner un peu de contexte du Collège Aurora. Nous sommes éparpillés sur un grand territoire. Nous avons moins de 1000 étudiants équivalents temps plein dans le territoire. Aussi, pour vous donner un peu plus de contexte, j'aimerais faire ma reconnaissance territoriale. Le Collège Aurora est sur le territoire traditionnel et actuel des Dénés, des Inuits et des Cris. Nous sommes reconnaissants des peuples autochtones des territoires du Nord-Ouest de nous donner l'opportunité de travailler et de vivre sur leur terre. Nous sommes reconnaissants du partage de connaissances et de sagesse traditionnelle avec nos étudiants et nos employés. Je vous donne le contexte de notre parcours de GDR. Nous vous remercions de l'invitation. Le Collège Aurora, par le leadership de sa division de recherche, l'Institut de recherche du Collège Aurora a été admissible au financement des 3 organismes depuis 2014. Nous augmentons nos efforts de recherche bon an, mal an. Au Collège Aurora, aussi, nous voulons devenir une université polytechnique. Donc, pour répondre à la question par rapport à notre état d'avancement, nous avons commencé de zéro cet été. C'est quelque chose de nouveau. En tant que petit établissement qui ne mène pas beaucoup de recherche, le Collège Aurora n'avait pas de stratégie de gestion de données de recherche. Notre première étape était de rencontrer James Doiron pour avoir des conseils sur où commencer. Il nous a consacré un après-midi de son temps pour partager son expertise. Nous avons suivi le modèle et nous avons écouté les
le personnel pour voir quelles étaient les pratiques qu'ils utilisaient. Nous voulons savoir quels étaient les besoins et les pratiques de gestion de données de recherche et nous voulons mieux connaître les perspectives et les attitudes envers la gestion de données de recherche. Les besoins révélés par le sondage ne sont pas nécessairement répartis partout. Il s'agit de besoins ad hoc, mais les résultats du sondage vont pouvoir informer notre processus. Nous sommes en train de regarder les acteurs qui vont participer au développement des pratiques de gestion de données. Par exemple, nous avons un partenariat avec des chercheurs communautaires, des chercheurs autochtones. Nous devons créer des pratiques qui répondent à leurs besoins et qui respectent les principes PCAP et autres principes définis par les peuples autochtones. Très bien. Nous avons deux états d'avancement différents. Cynthia, maintenant, à vous la parole. Ben nous, à l'UQAM, on a commencé les travaux au printemps 2018. On était une équipe réduite là, pour avoir une certaine agilité. Sûrement qu'avec d'autres questions, je pourrais donner plus de détails, là, qui était vraiment impliqué dans l'élaboration. Mais donc, on a commencé en printemps 2018, puis de sorte qu'en janvier 2019, on avait vraiment une version bien avancée, une ébauche là, avec laquelle on peut vraiment travailler. Puis là, on a élargi pour inclure des collaborateurs d'autres services pour vraiment avoir une version plus robuste. Bon, là, il y a eu la COVID, bon, on pourrait parler de tout ce qui peut retarder une stratégie, mais disons que l'idée, c'était nous, on avait fait comme une ébauche très bien avancée pour qu'avec l'ensemble des services, on puisse avoir une version robuste, là, qu'on se dit, OK, ça, on peut aller en consultation élargie avec toute la communauté. Donc, la version robuste, on a eu le OK de tous les services en juin 2021. Ce qui fait que, donc, on est encore en train d'élaborer la stratégie, mais là, on est à l'étape où on veut aller tester auprès de notre communauté de chercheurs pour vraiment, après, retravailler, pour vraiment finir de la rédiger, attendre pour 2023. Fait que c'est en gros là, notre horizon de temps là, autour de la stratégie. So just to sum that up for our panel. Juste pour résumer, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu l'interprétation, l'UQAM a commencé leur travail sur la stratégie en 2018 et avait une ébauche robuste établie en 2019 avec différents acteurs de l'université qui ont mis l'épaule à la roue. Évidemment, la COVID est venue interrompre le processus, mais en juin 2021, l'ébauche était à un stade où elle pouvait être partagée avec la communauté de chercheurs. Il y a pu avoir un raffinement de la stratégie afin de pouvoir la finaliser d'ici 2023. J'espère que ça résume bien. Merci. Aaron, je vous cède maintenant la parole. Je prends des notes puisqu'il y a de nombreuses choses qui piquent ma curiosité. Notre stratégie initiale a été approuvée avant la publication officielle de la politique des trois organismes. Notre établissement faisait partie du comité sur la création de stratégies institutionnelles. Dans notre cas, c'était une stratégie, c'était une priorité. C'est par contre une stratégie préliminaire, c'est un document évolutif. Nous sommes en train de créer un document qui permettra la transition vers la version 2.0 de la stratégie. Nous participons à ces séances. Il y a de nombreuses ressources qui ont fait émergence que nous aimerions intégrer dans notre processus d'élaboration de stratégie.
Nous avons songé à un examen de notre stratégie tous les 2 ans. Nous sommes en train de le faire et nous participons à ces séances, nous prenons des notes. Je peux vous donner un peu plus de détails au cours des prochaines questions. Pour nous, la stratégie a commencé lors de mon embauche. J'ai créé une charte de projet pour l'équipe de gestion de données de recherche. Donc, une partie du travail a commencé là. Mais pour revenir à ce que James a affirmé, nous avons mené nos premiers efforts. Portage a créé d'autres ressources entre-temps. Et voilà, nous avons bien hâte de pouvoir poursuivre nos travaux. Très bien, merci Aaron. Merci tout le monde. Je crois que ça nous amène à une autre question, qui serait la prochaine question logique à poser maintenant. J'aimerais connaître votre point de départ. Vous en avez déjà parlé un peu, mais où avez-vous pris vos premiers pas ou où prenez-vous vos premiers pas? Parce que je sais que certaines personnes sont encore en train de se poser des questions quant aux premières démarches à faire. Alex, voulez-vous commencer? Oui. Durant l'hiver, nous allons commencer des séances de mobilisation qui vont informer les politiques et les procédures pour la stratégie. Nous allons inclure le personnel et les professeurs pour pouvoir augmenter l'adhésion quant aux pratiques de JDR. Nous allons aussi nous tourner vers nos partenaires externes pour trouver leurs besoins et leurs préoccupations, notamment les considérations des principes PCAP pour la collecte de données auprès des peuples autochtones ou concernant ceux-ci. Très bien, merci. Cynthia, maintenant. Nous, les premières étapes, ça a vraiment été en équipe très réduite. Disons, dans le passé, il y avait déjà des collaborations bien établies entre le service des bibliothèques et le service recherche et création. Donc, c'est venu naturellement là, quand il était question pour la gestion des données de recherche, d'élaborer une stratégie. Donc, c'était vraiment une petite équipe, c'était 4 personnes, 2 professionnels, 2 directeurs. Donc, il y avait le directeur des services en soutien à la recherche de la bibliothèque. Il y avait moi, de la bibliothèque. Ensuite, il y avait le directeur du service de la recherche-création et un conseiller à la recherche de ce service-là. Donc, les professionnels, on faisait beaucoup, on a travaillé, c'était vraiment bicéphale, donc on a travaillé beaucoup à la rédaction, puis c'était vraiment les directeurs qui, eux, orientaient puis validaient. L'idée, c'était qu'on ne va pas rédiger à 4 mains. Donc, on pensait beaucoup à agilité. Et puis, quand on a eu une ébauche satisfaisante, on s'est dit, OK, là, on a vraiment besoin d'input d'autres services. Donc là, on était allé chercher des collègues du service informatique, puis du service des archives et de la gestion documentaire. Puis là, c'était vraiment, là, eux, leur mandat, c'était d'aller bonifier, valider, modifier vraiment, enrichir la stratégie de leur perspective, parce que nous, on avait mis des éléments de base, mais on ne peut pas deviner, il y a quand même des boîtes noires là, dans les services qui nous sont étrangers. Donc, c'était vraiment l'idée d'apprendre à travailler ensemble, décloisonner. C'était vraiment les énergies des premières étapes étaient là-dessus. On est parti d'une collaboration, que je pourrais dire naturelle. Elle s'est fabriquée dans les années 2014, 15, 16. Mais pour la suite, avec le service informatique, service des archives, on avait encore moins de liens. Donc, ça a vraiment été là-dessus qu'on a misé pour la suite des travaux. Puis ça a été, il y a eu diverses interruptions, mais c'était essentiellement plusieurs petites rencontres entre professionnels. Et puis, à certains moments clés, on demandait qu'avec tous les directeurs, donc là, on était 4 professionnels, mais il y avait 5 directeurs parce que au niveau des services informatiques, c'est beaucoup plus complexe là, comme organisation. Fait qu'on avait un directeur des infrastructures, puis des plateformes technologiques. Puis on avait aussi un directeur des services aux utilisateurs. Donc, 2 directeurs des services informatiques
puis un directeur pour chacun des autres services. Mais on avait un seul professionnel du service informatique là, qui est habitué d'interagir avec les chercheurs. Donc, c'est ça. Donc, on continue de travailler à 4 professionnels, mais on retournait, on pourrait dire régulièrement, pas à chaque mois, là, mais à des moments clés, on retournait auprès des directeurs. Parce qu'on s'était vraiment dit, si on veut bâtir, avoir une stratégie pour bâtir des capacités, ben, il faut vraiment s'assurer que le socle des services soit solide. Donc, pendant assez longtemps, on n'était pas directement en consultation auprès des chercheurs. C'est vraiment nos premières étapes, c'était très concentré autour des services, apprendre à travailler ensemble, les services. So again, just for our panelists, UQAM started out with Encore une fois, pour nos panélistes, l'UQAM a commencé par un petit groupe, 2 personnes de la bibliothèque et puis 2 personnes du bureau de recherche au niveau professionnel, du personnel et puis au niveau de la direction. Ils ont travaillé sur une ébauche de cette façon-là. Ensuite, l'ébauche a été transmise aux autres départements concernés, donc TI, les archives et responsables de la gestion de dossiers. Ça a ajouté de nouvelles couches d'intervention au document. Ça amenait de nouvelles perspectives. L'équipe est restée relativement petite. 4 professionnels du personnel, 4 directeurs font partie de l'équipe. Ça n'a pas été transmis à un groupe plus vaste, mais c'est une façon de faire avancer graduellement le travail, commençant par une collaboration naturelle entre les services bibliothécaires et le bureau de recherche, et puis faire appel à d'autres parties prenantes importantes. Et à partir de là, progresser. C'est l'essence de ce qui se passe. Voulez-vous ajouter quelque chose à cela? Je ne sais pas si vous voulez qu'on explique où est-ce qu'on en est rendu maintenant ou si on va en reparler dans une autre question. We'll talk about that, yeah, in the next question. Oui, on va y revenir dans la question suivante. Where are we at next? Alors, ensuite, c'est au tour d'Erin. You're muted, Erin. Vous êtes en sourdine. Voilà. J'ai utilisé Teams toute la matinée, là, c'est Zoom. Notre approche est assez semblable, peut-être un peu différente, mais la doyenne des bibliothèques a mené le projet, puis c'était très clair qu'on voulait avancer, puis il y a eu également la participation du Bureau des services de recherche. On a une très bonne relation avec le Bureau de recherche et puis ils se sont adressés, oui, ils viennent à nos équipes de gestion de données, à nos réunions sur la gestion de données depuis un moment déjà. On a 2 réunions par mois pour le moment avec 2 représentations d'ORS dans notre équipe. On s'informe mutuellement, ce qui est fantastique et c'est vraiment une très bonne relation. Merci beaucoup. On avait également une équipe de gestion des données de recherche avec diverses parties prenantes. Et puis, pour faciliter la stratégie, la doyenne a créé un comité intérêt ou un comité ponctuel sur la gestion des données de recherche avec des personnes de divers horizons. Et puis, une partie du travail, en fait, on a créé une charte de projet quand j'ai commencé et puis c'était très utile. On a utilisé les questions du gabarit de portage et puis ensuite, dans notre stratégie, on a défini certains éléments nécessaires pour nous, par exemple, une enquête sur la GDR. Alors, je regarde mes notes pour m'assurer de ne rien oublier, mais
Très certainement, on voudra le revisiter. Certaines choses ont changé dans les dernières années. Les politiques sont officielles pour ce qui est des 3 conseils, mais on a une stratégie de gouvernance numérique au sein de mon établissement. On voudrait revoir notre mission pour faire en sorte que toutes les parties prenantes sont sur la même page en ce qui concerne notre mission de GDR. Voilà, les premières étapes, la doyenne nous a appuyés, puis ensuite on a créé un comité ad hoc et puis les bibliothèques ont suivi. Comme j'ai dit, c'est un projet continu. On organise des réunions bimensuelles, on a élargi un petit peu notre portée, si je peux dire, avec des bibliothécaires qui sont membres d'autres comités. On tente de faire plus de mobilisation, des webinaires, pas uniquement pour notre établissement, mais pour le Canada, pour les maritimes. Voilà notre situation. Je vous ai présenté les joueurs clés, les bibliothécaires puis bureaux de recherche. Cynthia, vous aviez un autre commentaire? De leur expérience, ça m'a rappelé que pour nos premières étapes, on a effectivement utilisé la documentation de portage, la version de 2018. Puis pour nous, c'était très utile parce que ça nous fournissait une méthodologie plutôt que d'avoir à se documenter, faire des choix. On s'est dit, bon, ils ont certainement fait un très bon travail, on va prendre cette méthodologie. Donc ça, c'était un point que je voulais ajouter. Puis par contre, dans la méthode, bon, c'est sûr que ça recommandait de faire une enquête pour connaître les actifs de données, les pratiques de gestion de données. Bon, nous, on a personne qui est dédié à temps plein là, à la gestion des données de recherche. Puis comme on avait fait des projets pilotes pour la rédaction de PGD dans les années 2017, on avait quand même déjà une idée de la disparité des pratiques en gestion des données de recherche. Il y avait aussi l'enquête consortiale là, menée par Portage. Il y avait des résultats qui commençaient à sortir. Il y avait des résultats européens d'enquêtes similaires. Puis on voyait que d'une institution à l'autre, c'était souvent le même constat au niveau des pratiques. Nous, dans notre stratégie, en fait, on a inscrit dans la stratégie qu'on émet l'hypothèse que probablement qu'on a le même genre de problématique. Mais qu'on va plutôt quand même analyser ces enquêtes-là, voir si du côté sciences humaines et sociales, parce que nous, notre université est très, très forte sur ce texte-là. Puis côté GDR, à l'époque, en tout cas, c'était un peu moins documenté. C'était plus là-dessus qu'on voulait faire une surveillance un peu plus serrée. Mais comme on était avec peu de ressources humaines pour être efficace, on s'est dit, on va faire l'hypothèse qu'au niveau des pratiques, là, on peut se fier sur l'ensemble des enquêtes qui montrent que c'est vraiment similaire d'une institution à l'autre. Donc, ça peut aider pour ceux qui se demandent s'ils doivent faire une enquête. Là, nous, on a fait ce choix. So you're saying that you also started with... Vous dites que vous avez également commencé par les ressources de portage, la documentation de portage, mais ensuite, vous avez mené des enquêtes supplémentaires. Vous avez également élaboré, travaillé avec des chercheurs, des plans de gestion de données. Et puis, vous avez aussi étudié les enquêtes de portage et d'autres groupes. Vous avez regardé également ce qui se passait dans les autres établissements? There were some surveys from European institutions. Donc, il y avait des enquêtes d'établissements européens. James, vous nous avez donné quelques idées, mais par où avez-vous commencé? Oui, j'aimerais donner suite à ce que les autres participants ont dit, notamment d'utiliser les ressources de portage, le gabarit, les directives. Ce sont de bons cadres pour commencer les discussions à ce sujet. Ils sont assez flexibles pour que l'établissement puisse l'adapter ou l'adapter à son propre contexte. Très certainement, une des premières étapes était de créer un groupe de travail et puis de définir les parties prenantes,
les personnes qui pourraient être utiles au sein du groupe. Et puis, ce n'a pas été très... On n'a pas pu... C'était pas très compliqué pour nous parce qu'on avait une très bonne histoire ou en fait déjà de l'expertise en GDR et on avait déjà établi des relations avec diverses parties prenantes. Mon prédécesseur, Chuck Humphrey, participait à la GDR Canada. On connaissait bien Chuck. C'était le premier directeur de portage. Et puis, c'est un bel avantage pour nous. Il nous a ouvert la voie et nous a permis d'amorcer ces discussions. Nos groupes de travail ou notre groupe de travail inclut, sans toutefois s'y limiter, plusieurs parties prenantes, la bibliothèque, vice-président de la recherche, les services responsables de recherche, de calcul, TI, bureau de recherche, la faculté d'études supérieures, la faculté d'études autochtones. Je savais, bon, très souvent, dans les conversations, on se perd dans les détails. Comment répondre aux exigences? Qui fait quoi? Comment on attribue les rôles et responsabilités? Ce sont des conversations importantes, mais il faut aussi établir les grandes lignes pour orienter les conversations de façon efficace, pour qu'on puisse avoir plusieurs points de vue, discuter de tous les enjeux importants. Et puis, je vous ai parlé de principes également. Ça nous a pris un certain moment, mais on a eu de bons échanges très éclairants. Et puis, il y a certains principes, comme les principes FAIR ou la souveraineté des données autochtones, donc PACP. On a les principes de PACP, on a différents types de données, de moyens, mais on veut soutenir la recherche financée, mais non financée aussi, parce qu'il y a beaucoup de qualité, de très haute qualité qui n'est pas financée, qui mérite le même degré de soutien. Et puis, ces chercheurs-là ont les mêmes besoins que les chercheurs qui sont financés. On veut aussi élaborer et mettre en œuvre une plateforme de GDR en ligne. Et puis, regardez ce que fait l'Université Cornell. Elle a un très bon modèle. Grâce à mon réseau, nous avons de bons amis, des collègues. Vous pouvez les contacter pour parler de leurs initiatives, ce qui fonctionne au moins, et puis voir comment on peut appliquer leur modèle ici. On veut également embaucher une personne pour la coordination de projet qui participerait à la logistique, parce que si tout le monde s'occupe de la logistique, on risque de s'y perdre. Et puis, ce serait bien d'avoir du soutien de ce côté-là pour la suite. Et puis, diverses activités pour la stratégie et la mise en œuvre de tous ces éléments d'ici 2022. La semaine prochaine, on va avoir une réunion. C'est le sous-groupe qui se réunit. Et puis, j'imagine que nous devrions atteindre la ligne d'arrivée en 2023. Et par la suite, on déterminera des échéanciers, une feuille de route pour avancer. Merci beaucoup, tout le monde. Pendant la conversation, j'ai vu où on semble voir des parties prenantes communes. La bibliothèque, bureau de la recherche, TI et infrastructures d'informatique, les conseils d'éthique de la recherche, les facultés d'études supérieures, et puis aussi les collectivités autochtones et toutes les parties responsables au sein de l'université et à l'extérieur de l'université. Est-ce que quelqu'un voudrait participer au processus et n'a pas eu encore la chance de le faire? Ou est-ce que quelqu'un
participe au processus et a été étonné à quel point c'est utile pour avancer? N'importe qui peut répondre. Oui, James. Très rapidement. Eh bien, peut-être que ça revient aux questions que je vois dans la section questions-réponses. La mobilisation est très importante. Il faut réfléchir à nos objectifs. On veut soutenir la recherche, l'excellence, autant que possible avec la science ouverte et les différents types de données sont-elles adéquates? Ou les chercheurs en soi, les étudiants de cycle supérieur. J'aime beaucoup travailler avec eux. Ça fait longtemps que j'y étais, puis j'ai l'impression de revenir à cette époque-là quand je travaille avec eux. Et puis, il faut trouver un équilibre entre la flexibilité, la possibilité de faire avancer les choses, mais également d'avoir une bonne rétroaction. Et j'imagine que c'est le genre de conversation qu'on va avoir pour 2022. Je suis heureux de dire qu'il n'y a rien qui m'a étonné beaucoup. On a un groupe assez nombreux. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que ces personnes-là ont choisi de participer. Et je suis heureusement surpris par la direction que notre travail a prise. Je sais que Susan participe à l'appel aussi. Notre directeur du bureau d'éthique de la recherche révise actuellement les questions sur les formulaires d'éthique à la recherche, par exemple, en ce qui concerne la GDR. Ce sont des questions, des éléments pragmatiques qu'on peut facilement mettre en œuvre. Oui, Cynthia. Cynthia. Nous, notre démarche, comme actuellement, on est rendu à faire une consultation élargie à l'ensemble de la communauté, justement, bon, évidemment, pour nos chercheurs, mais c'est aussi pour éviter d'avoir des angles morts dans la stratégie, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Pour rédiger, on ne peut pas rédiger à 100 personnes, puis avoir, à un moment donné, il faut faire avec un document qu'on est prêt à martyriser. Mais donc, notre approche, c'est de faire des consultations via des focus group. Donc, on va identifier des catégories de personnes qu'on sait on va arriver avec des questions très spécifiques. On va leur ce focus group, on va arriver, mettons, bon, la stratégie dit telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il manque quelque chose? Puis en pensant à la composition de nos focus group, puis même avec d'autres focus group, en échangeant eux-mêmes, nous disent hey, vous devriez consulter telle personne. Puis une catégorie qui, de prime abord, on n'avait pas pensé, c'est de faire finalement un focus group auprès de chercheurs qui ont assumé des rôles d'évaluation, de demande de subvention. On se dit, ah, c'est vrai, peut-être que ça pourrait vraiment venir enrichir, donner une perspective qu'on n'aurait pas pensé, comment nous, on a approché le développement des capacités. Mais fait que ça, c'est un exemple d'angle mort qu'au départ, on n'avait pas du tout envisagé, puis c'est vraiment en commençant la consultation avec différents groupes que ça a émergé. Mais sinon, je ne sais pas si vous comprenez l'idée, on a des focus group pour des chercheurs de chaque faculté, focus group juste les conseillers à la recherche, avec accent éthique, accent propriété intellectuelle. Donc, c'est ce qu'on fait cet automne, puis probablement que ça va s'étendre un peu cet hiver. Comme par exemple focus group avec les étudiants des cycles supérieurs, ça risque d'être cet hiver. Puis après avoir collecté toutes ces données-là, là, on va vraiment faire un dernier tour de roue pour vraiment ajuster pour 2023. C'est notre façon donc de combler des différentes opinions, donc des angles morts certainement, mais est-ce qu'il y a eu des éléments de surprise au niveau des contributions, pas jusqu'ici? Mais il reste encore plusieurs mois avec peut-être des surprises. Right. So no surprises yet in terms of who needs to be involved. Pas de surprise jusqu'à présent sur les personnes à consulter, mais vous travaillez beaucoup par des groupes de consultation.
à l'heure actuelle pour répondre à des questions précises sur vos ébauches qui pourraient manquer, des points de vue qu'on n'a pas nécessairement inclus. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les examens par les pairs pour les demandes de subventions et ce qu'on peut contribuer aux échanges, mais aussi les chercheurs dans diverses facultés, des étudiants des facultés, etc. Il y a beaucoup de discussions bien précises avec des groupes précis en ce moment. Avez-vous d'autres interventions? Oui, Alex? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, on commence. On a un petit comité directeur de 4 personnes avec 3 représentants de la division de recherche, moi-même et les bibliothèques. Mais on veut prochainement inclure tous les domaines que vous avez mentionnés. Et puis, on veut également travailler avec le Centre de pédagogie et d'apprentissage, avec le corps enseignant, puis le personnel responsable du développement professionnel. Et ça fait partie de notre cheminement polytechnique. Mais pour les autres intervenants clés, le collège mène la plupart de sa recherche en partenariat avec des groupes externes. Pour nous, les parties prenantes importantes viennent de plusieurs horizons. Les adjoints de recherche qui se rattachent à un autre établissement, par exemple. Ils font partie de nos intervenants clés. Oui, bien sûr, les groupes externes peuvent jouer un rôle important. Erin, vous aviez levé la main? Mais j'ai baissé la main quand vous m'avez donné la parole. Mais bon, je pourrais dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises non plus. Et puis, pour la suite, on voudrait faire plus de consultations. Ça fait partie du processus. Mais j'ai trouvé qu'on n'est pas seul. La GDA, c'est la responsabilité de tous. Et puis, les parties prenantes de l'établissement ont un rôle à jouer aussi. Et c'est ce qui a émergé dans les dernières 2 années. Une des choses qui peuvent sembler anodines, mais qui sont très importantes, comme le Bureau des services de recherche qui a mis une question sur la liste de vérification, un lien vers des ressources externes, par exemple. C'est très utile d'avoir ce partenariat. Ça nous donne une façon d'assurer le suivi. On sait qui contacter au besoin, on connaît les ressources. Et c'est en partenariat avec Portage, les bibliothèques, le bureau de recherche et d'autres parties prenantes. Pour moi, on veut tout faire, mais chacun a un rôle à jouer pour la GDR au niveau de l'établissement. Ce n'est pas nécessairement une surprise, mais c'est une bonne chose. On n'est pas seul. Ce n'est pas une seule unité, mais plusieurs parties prenantes ont un rôle à jouer, puis c'est ce que j'aime dans cette approche. On devrait se faire des T-shirts, la GDR et la responsabilité de tous. On devrait vraiment faire. De tous, right? One side in English, one side in French. Donc, on peut avoir un côté en français, un côté en anglais, dépendamment d'où on travaille. Excellent! J'ai beaucoup aimé vos commentaires et vos propos. Pour commencer à parler de choses plus sérieuses, pas nécessairement négatives, mais quels sont les obstacles de vos établissements pour soutenir la GDR qui peuvent affecter ou qui peuvent avoir un impact sur l'élaboration, planification de votre stratégie? Cynthia. Oui, on a quelques défis. Premièrement, on n'a pas d'employé qui est à 100% dédié à la gestion des données de recherche.
Donc, moi, je suis peut-être la plus proche de ce qui pourrait se ressembler à ça, là, dans le sens que c'est vraiment un de mes dossiers. Le conseiller à la recherche suit aussi dans ses dossiers, mais il y avait déjà, il est très multitâche. Mon collègue Rachid, qui doit être dans l'assistance d'ailleurs, je suis très contente de travailler avec lui. Mais donc, c'est ça, c'est une difficulté. On n'a pas de ressources humaines dédiées. Mais donc, il y a aussi un autre collègue aux bibliothèques, là, au niveau de l'administration de Dataverse, le côté technologique qui est plus impliqué. Mais sinon, tous mes autres collègues, on rajoute ça là, sur la pile. Puis, il n'y a pas de nouvel argent. Donc, il faut planifier. Nous, on a fait notre stratégie en se disant, il n'y a pas de nouvel argent, il faut planifier avec les capacités qu'on a actuellement, comment on peut s'arranger. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé, là, pour espérer d'avoir quelque chose de réaliste. Puis bon, là, je crois que maintenant, il y a un des défis, difficultés qui est réglé. Pendant de 2018 jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait des changements administratifs. Là. Soit on change de vice-recteur, soit on change de direction générale à la bibliothèque, soit, comme récemment, mon directeur faisait l'intérim de notre direction. Bien, tout ça fait que administrativement, quand tu n'as pas tes directeurs disponibles, ben, tu veux une réunion, puis ça prend 3 mois avant que la réunion puisse se faire, par exemple. Donc là, tout est stable administrativement, mais donc c'est quelque chose à considérer. C'est vraiment, si du côté des hautes directions, faut qu'ils restent en santé et qu'ils ne soient pas malades, sinon tout gèle. Et puis, un autre défi vraiment particulier, c'est on sent vraiment, c'est ce qui ressent beaucoup plus récemment encore, là, le fait qu'on n'a pas de balise claire de la part des organismes de financement concernant les coûts GDR. Ben, mettons qu'on veut développer des outils, mais on ne sait pas exactement, est-ce que c'est 5 qui est correct ou qu'est-ce que... Bon, c'est trop flou. Ce qui fait que nous, par rapport à la stratégie, si on veut vraiment articuler c'est quoi le développement de nos capacités, sans trop savoir c'est quoi finalement qui va être budgété dans les subventions. Il y a comme oui, on va faire avec, mais pour nous, c'est quelque chose qui nous aiderait si on avait des balises plus claires. So, summing up, I know I got the first three. Je sais que j'ai bien compris les 3 premières. Pas assez de gens, pas de personnel à temps plein, pas de nouvel argent, puis des changements administratifs, parce que les joueurs dans la haute direction ont changé, ce qui rend ça difficile d'organiser des réunions puis d'assurer une continuité. Mais aussi, l'information sur le financement et puis des organismes subventionnaires. Oui, on n'a pas assez de balises sur les coûts admissibles. Oui, OK, yes, the eligible costs for... Donc, les coûts admissibles, oui, bien sûr, pour la gestion des données de recherche. Absolument. Merci beaucoup. Aaron, vos obstacles et vos défis, pas personnellement, mais au sein de votre établissement, en ce qui concerne la GDR. Je vais parler au nom de moi-même, en mon propre nom. Non. Je dirais que nous avons vécu des défis semblables. J'aurais un poste pour ceci et pour cela, si c'était à moi de décider. Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais un des défis, c'est bien sûr, on veut tout faire. Et personnellement, ma liste de souhaits est très longue, mais j'ai pas assez de temps ou de ressources pour tout faire. On a eu des changements semblables. La GDR, le portfolio s'est déplacé un peu au sein de la structure. Ça pose des défis. Mais pour moi, en fait, je parlerais, en ce qui me concerne, parfois les choses vont mieux quand on fait au niveau national et non localement. Si on prend tous les éléments de la GDR, la conservation, les dépôts, tous les éléments,
de la GDR. Ces divers éléments sont gérés à différents niveaux. C'est important que la communauté soit consciente des responsabilités et des champs de compétences. Par ailleurs, pendant des années, je demandais une équipe de GDR et que ce ne soit pas le travail d'une seule personne. C'est donc mon avis personnel, mais pour les 3 subventionnaires, il y a des responsabilités à chaque niveau. Ce n'est pas une seule personne, mais c'est de reconnaître où chaque unité, où chaque partie prenante peut contribuer et puis offrir le soutien nécessaire. Personnellement, c'est un niveau d'arriver au moment que c'est pas uniquement les bibliothèques, c'est pas juste moi, c'est pas un tel ou une telle, mais qu'il y a un ensemble de ressources. Et puis, ça prend un certain nombre d'années pour bâtir son équipe. But, for a while, it was me on the Truro campus and a few other people, but now we have a great team. We have ORS. Pendant un certain moment, il y avait moi, il y avait plusieurs personnes au sein de l'établissement, plusieurs bibliothèques qui donnent des ateliers. Mais je suis d'accord, c'est un défi d'avoir toutes les ressources, d'avoir tout. Recognizing what we can and can't do. Aussi reconnaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est important car ce sont des choses qu'on peut soulever sur le plan national. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait soulever au plan national. Je travaille pour un petit établissement et j'y pense constamment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer de façon réaliste? Est-ce qu'on devrait s'y attaquer en groupe? Très bien. James? Nous n'avons aucun défi, quoi que ce soit. Tout va bien. Évidemment, il y a des défis. Quand je songe aux différents projets auxquels j'ai participé, peut-être qu'on ne constate pas les défis sur le moment, mais on se rend compte par la suite que c'était vraiment des choses qui présentaient des difficultés. Nous avons eu des difficultés, nous y avons travaillé ensemble. Il y a des problèmes qui ne sont pas manifestes. Parfois, ce sont des tensions, parfois, c'est d'autres difficultés en groupe, comme nous pouvons en avoir à l'Université d'Alberta. Il y a des défis pratiques, comme les autres ont mentionné, par rapport aux ressources et la capacité. Je me souviens de mon premier moment Eureka dans le temps que je rédigeais des demandes de subvention. Mais il n'y a pas une subvention pour rédiger des demandes de subvention. Il faut trouver les ressources et le temps. Le temps est probablement une des plus grandes ressources que nous avons. Il faut planifier ces éléments. Nous avons connu des changements administratifs de façon générale. Il faut anticiper ces changements administratifs pour n'importe quel projet. Il y a certaines choses qui sont plus difficiles à parler sur le plan de l'ensemble de l'établissement. Dans notre cas, nous avons eu un nouveau président d'université. Nous avons eu un changement de vice-président de la recherche. Ce sont des difficultés générales. Mais dans l'ensemble, c'était une expérience positive. Il a fallu parfois mettre quelqu'un au diapason. La COVID-19 a été une difficulté. Je ne peux pas vous dire que je m'ennuie du déplacement au milieu de travail, mais il faut aussi reconnaître les difficultés parce que c'est plus simple parfois de travailler dans la même salle, ce qui rend le travail plus efficace, mais nous avons aussi connu des mesures plus efficaces, du travail plus efficace de façon virtuelle. Pour ceux et celles qui sont dans les établissements postsecondaires, surtout en Alberta, le secteur postsecondaire a été durement touché
Quant aux compressions budgétaires, l'Université d'Alberta a également été touchée. C'était une difficulté. Mais pour notre établissement, c'était le catalyseur de restructuration sur le campus. Il y a encore des efforts de rationalisation. Nous avons 3 collèges qui sont en sciences naturelles, sciences de la santé. Il y a eu une consolidation des services. J'ai un de mes collègues qui travaille avec IST. Il travaille sur la centralisation de différents services en déterminant où est-ce que c'est logique et d'essayer d'être plus efficace avec les ressources. Chaque fois qu'il y a ces restructurations, il y aura ces défis. Il faut voir ce que ça signifie par rapport à notre mobilisation en 2022 et comment mener nos activités de façon significative pour obtenir les commentaires de tous et chacun par rapport à notre travail. Il faut aussi regarder les difficultés de soutien à la GDR. Le travail n'est jamais terminé. Nous avons toujours un autre élément sur lequel travailler. Nous allons héberger la plateforme nationale de l'assistant PGD. J'ai pu faire partie du groupe d'experts. J'ai travaillé sur cette plateforme et j'ai songé à notre responsabilité. Nous devions travailler avec Portage pour offrir ce service national. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons travailler, mais nos ressources ne sont pas illimitées. Il faut établir les priorités et se concentrer sur les choses les plus importantes. Je pense à nos propres services, comme notre Dataverse, le dépôt institutionnel de notre établissement. À partir de 8 heures lundi prochain, nous allons faire la migration vers Scholars Portal. C'est un exemple où nous voulons voir comment nous voulons aider nos chercheurs et nos besoins en gestion de données de recherche. C'est très bien si nous prenons à être en avance, mais parfois, si nous sommes juste sur le bon rythme, c'est correct aussi. Même avec les stratégies, ce sera seulement les versions préliminaires ou les premières versions. Il faudra continuer le travail et faire en sorte d'avoir les capacités, les ressources pour continuer de travailler sur les stratégies. Très bien, merci. Alex? Les obstacles et les difficultés que vous éprouvez. Nous sommes un petit établissement. La recherche se fait presque uniquement dans la division de la recherche. Les professeurs ne font pas de la recherche dans le cadre de leur travail et ne comprennent pas tout à fait les réalités de la gestion des données de recherche. Il y a donc du travail à faire. À date, la gestion des données de recherche s'est faite de façon ponctuelle pour répondre aux besoins des bailleurs de fonds plutôt que de répondre à des bonnes pratiques ou des politiques internes. Il y a aussi le manque de ressources. Nous n'avons pas un membre du personnel qui est principalement responsable de la gestion de données. Il y a très peu de connaissances sur les pratiques de GDR parmi le personnel, y compris moi-même. Nous avons besoin du soutien de l'externe. C'est un thème qui a émergé dans les séances. C'est une question qui dépasse un peu les plus petits établissements, les plus petits collèges qui n'ont pas beaucoup d'activités de recherche. Dans les capacités institutionnelles, dans les recherches autochtones qui tombent sur d'autres paramètres. Et nous n'avons pas les ressources pour le dépôt de données. L'accès à Scholars Portal ne sera peut-être pas disponible pour l'instant parce que nous ne faisons pas partie de OCUL, COPA ou d'autres consortiums, bien qu'on travaille sur un modèle pour les collèges. Mais pour l'instant, ce sont des choses qui semblent difficiles. Et je dois dire que le partage et l'échange de ressources dont on a entendu parler cette semaine est quelque chose de rassurant. Ça nous enlève une certaine crainte. Très bien, merci.
Je regarde le temps qui nous reste. Nous devrions garder un peu de temps pour la fin. Je vais essayer de couvrir le plus de questions possible avant de prendre les questions de l'auditoire. En conclusion, quelles sont les plus grandes leçons que vous avez tirées du processus? Je n'ai pas quelqu'un en particulier pour commencer. Donc, je vous lance la question. Quelles sont les plus grandes leçons que vous avez tirées du processus jusqu'à présent? J'invite quiconque à répondre en premier. James, je pointais de ce côté-là pour Cynthia, mais je me rends compte que c'est peut-être pas le même côté pour Cynthia. De mon côté, c'était noir. Non, je pointais vers un carré noir. Bon. Plusieurs leçons tirées, des grandes leçons, des moins grandes leçons. La chose principale que nous avons tirée du processus, c'est une compréhension des complexités. La création d'une stratégie institutionnelle est plus compliquée qu'on le pense. Il y a beaucoup de bureaux clés, de services clés à impliquer. Ça fait 20 ans que je travaille en gestion de données de recherche, mais ce n'était pas prévu. Je n'ai pas étudié dans le domaine, mais je suis exactement où je dois être. Il y a des choses nouvelles et il faut être conscient des besoins d'apprentissage. Lorsqu'on parle de certains concepts, il faut vérifier si tout le monde comprend de la même façon. Il ne faut pas présumer que tout le monde comprend quelque chose. Je ne peux pas commencer à parler des Dataverse et présumer que tout le monde sait de quoi il s'agit. Certaines personnes croient savoir de quoi il s'agit. C'est peut-être pas exactement ça. C'est un exemple. Donc, il faut parler de façon transparente et définir les éléments. La complexité est vraiment quelque chose que je tire du processus. Il faut aussi se dire qu'il faut garder une cadence lente mais certaine. Parfois, on veut réaliser les choses rapidement, mais parfois, on veut prendre notre temps pour bien faire les choses. Il y a probablement des choses qui peuvent être refaites plus rapidement, mais il y a d'autres choses, si elles n'ont pas été faites comme il faut, ça prend du temps à les refaire. Donc, il faut commencer à prévoir les choses et certains des efforts peuvent être effectués de façon concomitante. Donc, voilà mes leçons tirées. Très bien. Cynthia, maintenant. Merci. Comme James, la partie sensibilisation, il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'on a eu une première discussion, le fait que c'est tellement lent comme processus, puis que, bon, comme chez nous, que c'est pas le dossier 100% à quelqu'un, ben quand on se revoit 3 mois après, mettons, bon, moi qui suis plus dans ce dossier-là, j'ai suivi plein de choses, il y a plein de développements que, par exemple, on ne peut pas s'attendre que la professionnelle au service informatique qui va être au courant de ces éléments-là. Donc, à un moment donné, il y a un décalage, puis on le rattrape, tout va bien. Puis à un moment donné, on prend pour acquis des éléments. Donc, il faut tout le temps, il faut vraiment communiquer, pas avoir peur de dire, ah, regarde, telle chose, ça c'est vraiment important, puis de résumer, puis donc, il faut se former entre nous. Puis c'est ça. Donc, sensibiliser tout le temps, et puis communiquer, c'est vraiment déjà qu'il faut travailler à briser les silos, apprendre vraiment à travailler en service. Mais la base de ça, c'est de faire exprès d'aller parler de la GDR. De qu'est-ce que tu en penses? Même si au départ, on se dit, oh, peut-être que la personne n'aura pas grand-chose à dire. Puis finalement, ah non, les passions se développent. So interesting, building on what James had said, not just c'est intéressant en continuant sur ce que James a dit. C'est un processus lent et il nécessite de communiquer constamment avec les membres d'équipe et de sensibiliser tous et chacun de ce qui se passe. Parce que tout le monde le fait dans le cadre de son travail, mais ce n'est pas leur responsabilité principale. Et il faut rappeler ce qui s'est passé il y a 3 mois, quels ont été les développements depuis, et décloisonner les services et les départements. Parce que ça peut être un obstacle pour faire avancer les choses. Et
constamment se rappeler des choses qu'on fait, de communiquer, ce qui peut faire fonctionner le processus en cours de route. À peu près. Alex? Activez votre micro, s'il vous plaît, Alex. Je m'excuse. Pour les établissements qui en sont aux premières étapes, les leçons les plus importantes, c'est que la stratégie institutionnelle n'a pas besoin d'être parfaite. Il peut s'agir d'un document évolutif qui peut être amélioré ou modifié pour répondre aux besoins. Nous ne sommes pas le seul établissement qui commence de zéro, ce qui rend le processus moins intimidant et ça ouvre la voie à des possibilités de collaboration. Peut-être que certains éléments vont ressortir des ateliers cette semaine. Il faut aussi se dire que c'est correct de dupliquer ce que les autres font. Il y a plusieurs ressources qui peuvent nous inspirer. Nous avons aussi entendu la générosité des plus grands établissements. Nous avons vu ces offres dans le fil de discussion. C'est correct d'adapter certains éléments de la stratégie de GDR pour refléter la réalité de l'établissement. Ce sont des messages que nous avons retenus cette semaine. Il semblerait que nous avons bâti de l'élan cette semaine pour créer des ressources pour les plus petits établissements et les collèges. Nous avons bien hâte d'en apprendre sur le travail qui a été fait sur la gestion des données autochtones, sujet qui a été couvert par quelques présentations cette semaine. Et Alex, maintenant Cynthia, encore? Je voulais ajouter que la stratégie, pour nous, là, ça va être un outil de communication pour insuffler le changement de culture. Donc, je le mettrai autant comme une leçon apprise que peut-être aussi de la compréhension de qu'est-ce que c'est la stratégie institutionnelle. Ce n'est pas juste un document administratif ou pas juste un document « tiens, on s'est conformé à ce que les organismes nous demandent ». C'est un outil de communication pour nous, un outil de changement auquel on peut se référer pour aider tous ensemble à améliorer nos pratiques. Yeah, I think that's a great point that it's Oui, not je crois que just c'est un très bon point. Ce n'est pas seulement une question de créer un document administratif, mais c'est plutôt de créer un cadre qui va appuyer un changement culturel quant à la gestion des données de recherche dans l'établissement. Plusieurs personnes travaillent depuis quelques années et c'est une façon de formaliser cette approche. Et voici ce que nous voulons faire pour créer cette culture. Erin? Nous allons peut-être manquer de temps. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je peux vous dire que le milieu de la GDR offre beaucoup d'aide partout au Canada. C'est une communauté d'entraide. Nous sommes là pour répondre aux questions. Je pose beaucoup de questions à beaucoup de gens et j'encourage tout le monde à le faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un milieu qui s'entraide. Je pense que c'est une leçon que j'ai tirée. Une des principales leçons tirées, c'est une belle opportunité d'apprentissage et une belle opportunité de faire grandir cette communauté partout au pays. Tout à fait d'accord. Je fais partie de cette communauté depuis une vingtaine de mois, bien que je ne vous ai pas rencontré en personne. C'était une belle expérience de travailler avec chacun de vous. Je vais maintenant me tourner vers Suzanne pour avoir quelques idées sur la discussion. J'aimerais voir comment tout cela résonne aux 3 organismes subventionnaires. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de me donner l'occasion de pouvoir écouter la discussion. Je vais vous dire que ce sont des conclusions personnelles. Je ne peux pas parler au nom des 3 organismes subventionnaires.
Je suis convaincu que mes collègues seraient d'accord avec ces idées. Certains points importants que je tire de la discussion. Premièrement, je veux reconnaître la valeur du travail de portage qui évolue maintenant sous l'Alliance. Le secteur de recherche au Canada est bien servi par ce groupe qui a commencé par les efforts d'organisation, mais aussi par les efforts bénévoles. On voit clairement la valeur de ces efforts. Nous voyons clairement le travail réalisé au cours des 5 dernières années, la période durant laquelle nous avons commencé à travailler sur la politique des 3 organismes. Je me souviens de participer à des réunions avec Jeff, des rencontres comme celle-ci. À l'époque, Portage offrait une vision et un idéal. Et lorsque la NOIRN était formée et qui est maintenant à l'Alliance, l'offre initiale de la NOIRN est un peu hypothétique et maintenant c'est très concret. En entendant les défis, je vois qu'il y a encore du travail à faire. J'aime bien la bonne volonté, la collégialité, ce groupe, cette communauté et le secteur de la recherche au Canada. Il y a l'esprit de collégialité, de partage de ressources, de construction d'outils pour le bien de tout le monde. Il y a aussi la reconnaissance en toute unité, que personne n'est parfait, qu'il ne faut pas viser la perfection au départ. Ça va prendre du temps avant d'avoir tous les éléments en place. Voilà mes conclusions générales. J'ai pris plusieurs notes durant votre discussion. Je vais les rapporter à mes collègues des 3 organismes. Je vais pouvoir m'en servir pour mettre en lumière les besoins du milieu de la recherche et de pouvoir répondre à nos ambitions partagées d'avoir une culture forte de gestion des données de recherche au Canada. J'ai constaté la prise de notes frénétique du coin de l'œil. Très bien. Merci beaucoup, tout le monde. Nous allons prendre quelques questions. Nous avons déjà répondu à quelques-unes des questions. Voici une question curieuse. Ce n'est pas un groupe avec lequel nous avons beaucoup parlé auparavant. Pour les universités qui ont des hôpitaux de recherche connexes, comment allez-vous travailler avec la politique à une exigence selon laquelle la stratégie doit être créée conjointement avec les hôpitaux de recherche? Pour ceux qui ont ces relations, comment intégrez-vous cette dimension? J'invite quiconque à répondre. C'est quelque chose que nous examinons pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre? Je pense que Scott a répondu au nom de l'Université d'Alberta dans la section questions et réponses. Donc, il y a quelques mains levées dans le fil de discussion. Suzanne, allez-y, activez votre micro. Bonjour, Suzanne Babcock. Merci, James, pour la mention spéciale et Scott pour son soutien inconditionnel. Ce qui est curieux dans le travail avec les hôpitaux, c'est qu'on a une grande sensibilité quant aux renseignements sur les participants. Nous savons que ça touche aussi la réglementation provinciale. Les comités d'éthique ont
clarifier ces éléments. Si il y a des questions qui sont soulevées au comité d'éthique, eh bien, si les mesures sont prises, on peut faire en sorte que la recherche réponde aux principes de gestion de données de recherche, les exigences aussi en matière de protection de la vie privée. Vos comités d'éthique de recherche sont très importants. Je ne sais pas, James, est-ce que je me pète trop les bretelles ici? Non, non, je suis d'accord. Ces comités font partie du processus et c'est probablement le cas dans chaque établissement. Je suis tout à fait d'accord. Une autre chose de curieuse, l'écosystème de recherche n'est pas le même dans l'ouest du Canada que dans l'est du Canada. Les comités d'éthique de recherche qui se posent des questions seront des comités d'éthique de recherche dans des établissements dont la recherche est admissible au financement des 3 organismes. Je ne sais pas si la discussion nationale a intégré ça. Nous avons travaillé avec Portage depuis un certain temps pour mettre en lumière ces enjeux. Les comités d'éthique de la recherche doivent être consultés car ils sont mandatés des enjeux de gestion de données durant le cycle de vie des données. Il y a une décennie, je commençais à travailler avec Chuck et j'étais surprise de voir à quel point on avait commencé à anticiper à l'époque les besoins des PGD et la JDR en général. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait sur la gestion et la protection des données à long terme. Le comité d'éthique affirme qu'il faut supprimer les données. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Non, ça vous donne un exemple de sensibilisation qu'il faut faire. Il faut pouvoir soutenir les chercheurs au départ, comme la recherche sur les êtres humains. Il y a certaines choses qu'on peut faire au départ pour obtenir le consentement éclairé, ce qui permet d'avoir la souplesse plus tard d'utiliser les données de façon appropriée, que ce soit en dehors du projet immédiat ou que ce soit dans un scénario de consignation des données dans un dépôt. Dans nos groupes de travail, nous devons aller chercher ces mesures d'aide et faire cette sensibilisation pour bien aider la recherche. Abdel, vous avez une question? Vous pouvez maintenant activer votre micro. Merci, Jennifer. J'ai Abdel Youssef, à l'Université de Calgary. Il y a 4 ans, l'École de médecine avait initié un projet pour la gestion des données de recherche en santé. Je vais envoyer un lien vers les documents créés qui couvrent la gestion des données de recherche durant la phase active de la recherche, dans ce qu'on appelle les données utiles durant la recherche, mais en travaillant avec le comité d'éthique de recherche, en travaillant avec les chercheurs en médecine, en kinésiologie et dans d'autres secteurs, nous a aidés à établir les bonnes politiques pour gérer ces données adéquatement. Je suis heureux de voir d'autres établissements qui utilisent cette plateforme pour les projets de recherche collaboratifs. D'un point de vue des TI, les données de recherche sont gérées de cette façon particulière.
Très bien, merci Abdel. C'est une bonne perspective. Je regarde la section de questions et réponses. Je crois que nous avons répondu à quelques-unes de ces questions. Nous avons parlé des difficultés, questions juridiques, questions de protection de la vie privée. Voici une question intéressante. De nombreux établissements ont déjà des politiques en place gouvernant différents aspects liés à la GDR. Ainsi, est-il logique de regarder seulement ce qui doit se faire dans la stratégie de GDR ou doit-on on duplique ce qui se fait dans les autres politiques? C'est-à-dire seulement regarder les choses supplémentaires ou éviter la duplication entre les politiques existantes et ce qui serait dans une stratégie. Oui, Cynthia. Nous, pour la stratégie institutionnelle, on a vraiment pris la décision de ne pas développer de politique GDR. On veut garder une agilité. Nous, c'est sur 3 ans qu'on la met à jour. Donc, j'admire Erin qui peut le faire sur 2 ans. Je ne vois pas comment nous réussirait. Donc, nous, sur un horizon de 3 ans, on s'est dit plutôt, on va mandater le service des affaires juridiques à faire l'analyse si l'environnement normatif de l'UQAM n'a pas des incohérences, parce que c'est des politiques qui ont été développées avant que la question de la gestion des données de recherche soit une problématique. Donc, au niveau du vocabulaire, quand dans nos politiques, on utilise le terme, mettons, résultat de la recherche, est-ce qu'on inclut vraiment les données de recherche? On veut impliquer le service des archives, mais comment la politique définit son rôle? Il y a des zones grises qu'on pense qu'on peut fonctionner. C'est dans notre stratégie de dire, ben, d'ici, on va dire 3 ans, de clarifier est-ce que nos politiques sont cohérentes, en harmonie, ou est-ce qu'ils nous recommandent au contraire d'avoir une politique spécifique parce que, justement, il n'y a pas de redondance, il faut vraiment avoir un cas particulier. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais nous, c'est notre approche. Right, so you're not developing a research data management. Vous ne développez pas de politique de GDR, vous concentrez sur la stratégie pour voir comment l'environnement actuel des politiques de l'établissement soutiennent la GDR. Mais s'il y a des lacunes, si la terminologie englobe tout, par exemple, est-ce que les produits de recherche comptent comme étant des données de recherche ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Et puis, c'est un processus continu. Bien sûr, on doit s'assurer que tout est inclus, qu'on couvre tout de façon adéquate avec les politiques existantes. Avez-vous d'autres commentaires sur vos cadres existants, puis comment tout ceci pourrait s'y intégrer? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce que ça fait partie du processus. Très bien. Je pense que nous avons épuisé les questions et nos panélistes aussi. C'est peut-être une belle occasion pour nous de faire une pause avant la conclusion de Marc. Encore une fois, merci beaucoup à tous nos conférenciers aujourd'hui, James Aron, Cynthia Lisée, Alex Hook, Erin McPherson, Suzanne Board, et puis encore une fois nos interprètes qui ont beaucoup travaillé au cours du processus. Merci beaucoup à tout le monde.